Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin ici sur le stand de CGLUA avec Énergie 2050 qui nous offre la possibilité de pouvoir parler développement durable, de pouvoir parler de questions liées au développement dans nos communautés. Vous l'aurez remarqué, nous sommes avec d'éminentes personnalités de communes du Bénin, du Maroc et d'ailleurs. Et juste à ma droite, nous avons le maire Mohamed Sefiani, qui est maire de Chefchaouen, qui est une commune située au nord-ouest du Bénin. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci d'avoir organisé cette émission-là. Et nous, ici à CGLU Afrique, CGLU Afrique, pour rappel, c'est le réseau des villes et des gouvernements locaux et régionaux au niveau de l'Afrique. Donc c'est la voix des élus locaux régionaux au niveau de l'Afrique. Et bien sûr, nous sommes là présents au niveau de la COP24 parce que nous croyons que les villes et les territoires ont un rôle important à faire dans le cadre de l'implémentation du protocole de Paris. Le rôle des villes est très important dans le cadre de l'implémentation de l'accord de Paris et bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on va revenir sur ces questions tout à l'heure. Je voudrais également dire merci au directeur général de Énergie 2050, M. Poufari, qui est avec nous. Merci d'être avec nous et de nous donner ce cadre pour notre activité de ce matin. Vous dites un mot aussi, s'il vous plaît. Alors ça va être très rapide, hein, bien sûr. Alors, on est enchanté d'accueillir les communes du Bénin pour le projet que vous allez nous expliquer sur l'eau et puis aussi d'être aux côtés de CGLU Afrique qui l'a très bien dit. On pense tous que la territorialisation des objectifs climat doit passer par les gouvernements locaux. Et donc aujourd'hui, les gouvernements locaux non seulement vont être un bras armé politique, mais aussi un bras opérationnel. Et l'association Énergie 2050 travaille avec CGLU Afrique. Bien sûr, on est enthousiasmé parce qu'on voit que c'est là que va se passer la révolution, hein, le changement. Et donc, on est enchanté de vous accueillir et de discuter avec vous ensuite de votre bon projet sur la question de la gouvernance de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous suivez en direct sur Facebook. Merci de votre attention également. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel du premier Web TV environnemental du Bénin, Planète Terre à Terre TV. Et je suis à sa droite, donc je suis bien installée, comme vous le voyez, le président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atroko, que je remercie également de sa présence et également nous allons tout à l'heure beaucoup échanger sur le développement local. Merci Monsieur le Président d'être là. Merci, je voudrais remercier mes collègues maires, celui de Calavi et celui de Semenkoji, remercier mes collègues maires du Maroc, remercier CGLUA et remercier votre structure aussi. Je pense que ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont dit, il n'y aura pas de solution pour régler le problème du changement climatique sans que les communes ne soient associées. Nous pensons très bien que le développement c'est à la base et nous pensons très bien, nous l'avons d'ailleurs dit à la COP21 à Paris, que c'est quand on aura suffisamment intégré les communes, quand on aura tenu compte du fait que le développement c'est sur le territoire et que les problèmes devraient se régler sur le territoire de nos différentes communes, que nous pourrons avoir des solutions et des solutions durables, des solutions à long terme. Donc je merci à vous, merci à tous ceux qui sont là et travaillons ensemble pour que l'initiative de votre Web TV puisse apporter un plus à ce que nous faisons déjà. Merci. Merci beaucoup, Président Atroko. Monsieur Poufari, je vais vous demander de collaborer avec moi en passant le micro au maire Charlemagne Ronfort, qui est avec nous également, secrétaire général de l'Association nationale des communes du Bénin. Le développement à la base est capital et à Planète Terre à Terre TV, nous y tenons énormément. Merci, Monsieur le maire, d'être avec nous ce matin. En attendant qu'on revienne à vous, je voudrais juste vous remercier et peut-être vous dites un mot aussi. En réalité, comme nous sommes ici en délégation de l'association fêtière, nous portons la même voix que le président. Je crois que le développement en réalité n'est pas une incantation, mais est un fait. Et si on constate que les effets néfastes du changement lié au changement climatique constituent des affres, donc nous devons y remédier rapidement. Donc j'épouse entièrement ce que le président a dit, de considérer que la territorialisation du développement serait un enjeu, un grand enjeu pour les gouvernants.
Alors, avec beaucoup de plaisir, je vais lui passer le micro. C'est la deuxième dame ici ce matin avec nous pour ce panel. Elle est de CGLUA également. Merci beaucoup à vous, Madame Mekon Saleh, d'être avec nous. Un mot de votre part aussi. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis contente d'être là. Et chez moi, au niveau de CGLUA, je suis contente d'avoir l'ANCB dans ma région. Je suis la directrice régionale de CGLUA Afrique de l'Ouest. Et aussi pour dire que CGLUA prend cette problématique des changements climatiques très au sérieux. C'est pour ça que nous, on a accueilli le bureau de la Convention de mai de l'Afrique subsaharienne où l'ANCB participe. Oui. The last, not the least, comme disent les Américains, le dernier que j'introduis, mais pas le moindre, le maire Bada, Georges Bada, qui est maire d'une grande commune du Bénin, la commune d'Abomey-Calavi. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et tous les participants à la COP 24 et dire que c'est la suite réelle de toutes les décisions de COP 21 à Paris. Et nécessairement, nous devons prévoir. Et on dit qu'il veut aller loin doit aménager sa monture. Le changement climatique, c'est depuis la Convention de Kyoto et qui date des années antérieures. Aujourd'hui, nous devons en faire des réalités, vu d'ailleurs l'évolution l'évolution démographique surtout que prennent nos villes. Si nous n'anticipons pas et qu'aujourd'hui nous restons à vivre comme nous vivions il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous serons totalement dépassés. Et c'est pour cela que Abomey-Calavi, comme l'ANCB et CGLU Afrique, font en sorte de se donner la main pour que réellement les changements climatiques puissent être une affaire de tous, mais à commencer par les communes, qui constituent des territorialités où nécessairement le comportement doit changer. Si aujourd'hui nous regardons la population d'une de nos villes et que nous n'anticipons pas sur les décisions, dans quelques 2 ans, la ville totalement est démographiquement hors norme. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Merci beaucoup. Vous n'avez fait que confirmer ce que je disais, c'était pas le moindre, n'est-ce pas? Planète Terre à Terre TV, vous pouvez le voir, c'est notre site internet, celui qui abrite le Web TV sur lequel nous parlons environnement dans tous les sens du terme, et nous disons l'environnement c'est vous. Vous en tant qu'homme, être humain, au cœur de votre environnement, prendre conscience de votre action sur l'environnement et savoir que protéger notre terre, c'est pour notre propre bien et que nous devons ensemble y aller. Ce n'est pas aujourd'hui un panel où nous nous asseyons juste pour de l'utopie ou juste pour dire des phrases creuses et oiseuses, mais c'est plutôt le lieu de montrer ce que nous faisons sur le terrain. Alors nous avons réalisé avec le concours de l'Association nationale des communes du Bénin un mini-documentaire dans la commune de Peunko où les populations souffrent en matière d'approvisionnement en eau potable, et il s'est révélé sur le terrain que de leur observation, ils pensent que les changements climatiques ont tout à voir avec la situation qu'ils vivent maintenant. Je n'en dirai pas plus, nous allons juste projeter ce documentaire et on va se retrouver 7 minutes après pour que les maires de vive voix puissent aussi partager leurs expériences. Merci. Bien, c'était le documentaire sur Peunko, présentant les difficultés des populations en matière d'approvisionnement en eau potable. Alors, vous avez regardé ce documentaire et nous allons ensemble échanger et dire davantage les particularités qu'il y a dans vos différentes régions. Monsieur Poufouari, vous êtes mon partenaire sur ce panel aujourd'hui pour passer le micro. Je voudrais commencer avec monsieur le maire de Sémékodji. Je sais que Sémékodji est totalement à l'opposé de Peunko, géographiquement parlant, parce que c'est au nord et vous êtes, votre commune est au sud du Bénin. Est-ce que vous vous retrouvez, avez-vous l'impression que les réalités sont pratiquement les mêmes dans votre commune à vous? Merci, madame la journaliste. Je crois quand même que toute question qui touche à l'eau reste au-delà de tout
sensible aux collectivités, sinon aux élus. Et de répondre à ou précisément à votre question, de savoir si nous ressentons les mêmes choses, je dirais non. Je dirais non, parce que d'abord, vous savez qu'à Semenkoudji, notre terre ou notre nappe phréatique n'est pas exactement à la ressemblance de celle de Pionko, mais il reste quand même que la vision, l'unique du développement du pays par rapport à l'eau, au secteur de l'eau, aujourd'hui, nous ramène à dire qu'au même moment où Pionko se plaint de l'eau, le Bénin profond de ses mains aussi se plaint parce que les effets liés au changement climatique, ces effets induits dans ce secteur influencent aussi ce que nous devons avoir normalement dans ces méthodes. Mais ce n'est pas exactement la rareté, n'est pas aussi criade qu'à Pionko. D'accord. Voilà. Je vais changer de pays parce que je le disais, je suis très contente de vous avoir. Ça nous permet d'avoir une autre vue, une autre idée aussi de ces problèmes que les populations rencontrent. Et je me rappelle, en 2016, nous étions dans votre pays, au Maroc, à Marrakech, pour la COP 22. Et moi, j'y étais personnellement grâce à Internews, IGN, Earth Journalism Network, un réseau de journalisme américain. Et nous avons eu l'opportunité de faire des sujets de terrain, d'aller en dehors de Marrakech. Et nous sommes tombés quelque part où il y avait même des chèvres qui essayaient de monter des arbres pour pouvoir trouver de l'herbe fraîche. Dire juste que les problèmes environnementaux sont vraiment globaux. C'est vrai, ici c'est une commune dans un pays d'Afrique de l'Ouest et vous êtes aussi à l'opposé d'une certaine façon. Est-ce que d'une certaine manière vous vous êtes retrouvés dans les difficultés des populations de Pionko présentées ici? Oui, effectivement, le Maroc... Il a beaucoup de diversité en termes même de climat, en termes de ressources de l'eau. Donc le nord du Maroc, c'est pas le centre, c'est pas le sud. Donc c'est pas vécu de la même manière. C'est pour cela que le Maroc, dès les années 60, a engagé une politique de barrage. Et ça, c'était vraiment une vision de feu Sa Majesté Hassan II, et qu'il a lancé tout un programme national des barrages et jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ce programme de barrage, c'est lui qui nous sauve maintenant, en général, des problèmes de sécheresse et de pénurie, parce que le Maroc, c'est un pays semi-aride. Et là, il y a beaucoup de régions qui souffrent de problèmes de ressources de l'eau. Et dernièrement, avec les changements climatiques, on a beaucoup ce problème dans beaucoup de régions du Maroc. Sauf comme j'ai dit, cette politique de barrage nous a donné bien sûr la possibilité d'épargner des catastrophes en termes de la ressource eau potable. Au niveau de ma ville de Chefchaouen, heureusement, nous sommes situés dans une zone où la pluviométrie est l'une des plus importantes au Maroc. Sauf que cette pluviométrie, elle varie d'un an à un autre. Pour vous dire, nous avons une source qui alimente essentiellement la ville, elle est alimentée essentiellement par cette source-là. Mais elle est de 1400 litres secondes, mais elle tombe jusqu'à 60 litres secondes. Et là, lorsque nous avons une année de sécheresse qui dure, c'est pour cela que nous travaillons dans le cadre de l'optimisation tout d'abord du réseau de l'eau potable, parce que ce qu'on appelle le rendement du réseau. Le rendement des réseaux, ça veut dire c'est la partie qui n'est pas perdue. Donc si on dit 50% de réseau, ça veut dire 50% de l'eau, et avant d'arriver au consommateur, elle est perdue dans le réseau. Et là, c'est vraiment un travail sur lequel on travaille ensemble avec les opérateurs, parce que nous avons délégué la gestion de l'eau potable à un opérateur national qui s'appelle l'Office national de l'eau potable. Et là, nous travaillons avec lui pour qu'il améliore le réseau. Deuxième chose importante, c'est que nous avons engagé avec le gouvernement national et avec des appuis internationaux aussi, un grand projet de sécurisation de la ville de Chefchaouen. Parce que nous avons une source d'eau qui est importante, 1410 secondes, très suffisante par rapport au nombre d'habitants. Mais au cas de sécheresse,
il y a un grand problème. C'est pour cela que nous avons engagé un projet de 160 millions de dirhams, ça veut dire seulement pour la partie de la ville de Chefchaouen, c'est 16 millions d'euros environ. C'est une station de traitement, ce sont des stations de pompage et de relevage de l'eau et des conduites de refoulement et d'amener jusqu'à la ville, parce qu'à partir d'un barrage qui vient d'être inauguré, et c'est un nouveau barrage, et qui a beaucoup de fonctions, l'irrigation, etc. Mais il y a aussi une fonction importante de la sécurisation de la ville de Chefchaouen. Et là, lorsque ce dispositif sera opérationnel, parce que les travaux sont en cours maintenant, ça, on pourra dire que nous serons un peu sécurisés vis-à-vis de la sécheresse. Et maintenant, nous ne sentons pas ça avec les changements climatiques, malgré que nous sommes situés dans une région où la pluviométrie est importante. Mais sans ce projet-là, nous sommes en danger au cas où il y a 1 année ou 2 années de sécheresse consécutives. Et ces dernières années, nous les avons vécues. Chaque fois, on les a vécues. On gère la période d'été difficilement. Et c'est pour cela que nous aussi, nous sommes touchés par les changements climatiques. Vous avez des atouts, mais on le comprend bien, ce n'est pas gagné d'avance. Je voudrais saluer la présence remarquable du maire Nyolonfon, le maire de Cotonou, qui nous a rejoints. Nous sommes honorés de vous avoir à cette cérémonie de lancement officiel de Planète Terre à Terre TV, le premier web TV environnemental du Bénin, où nous parlons des questions d'approvisionnement en eau potable des populations liées au changement climatique. Dans un moment, je vais revenir à vous pour que vous puissiez nous dire aussi quelles sont les réalités de Cotonou, capitale économique du Bénin, mais les populations ont certainement des difficultés que vous partagerez avec nous certainement. Je voudrais revenir au président Luc Setonji Atroko. Il y a une question importante qui a été soulevée dans le documentaire, c'est l'initiative du maire de Peonko qui, pour résoudre le problème auquel il fait face, pense utiliser les eaux de surface. Et dans le documentaire, le professeur Michel Bokok, climatologue et prix Nobel de la paix, une grande fierté béninoise, qui n'a pas pu nous joindre pour ce panel. D'ailleurs, il a insisté, ça va être l'hécatombe si on pensait à cela. Est-ce que vous pensez que c'était un désespoir de penser à cela, ou qu'est-ce qui est possible encore selon vous? Oui, merci. Je voudrais remercier le maire de Peonko pour l'expérience. Je voudrais d'abord dire que les arbres du changement climatique sont des problèmes transversaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de territoire qui ne soit frappé par ces arbres. Ce qui se passe il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est plus ça qui se passe aujourd'hui où qu'on se trouve. Donc au Bénin, qu'on se trouve au nord, au sud ou au centre, qu'on veuille ou pas, on remarque ces affres, on souffre ces affres. Et chacun, à sa manière, essaye de trouver des solutions. On le dit souvent, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. L'eau peut être source de richesse, mais l'eau peut aussi être source de nuisance. Et dans le cas d'espèces que le maire préconise d'utiliser les eaux de surface, c'est peut-être une solution à première vue, mais je pense que les eaux de surface, pour être utilisées, doivent être traitées. Et le traitement des eaux de surface coûte énormément cher. Je ne vois pas aujourd'hui au Bénin une commune capable d'investir dans le traitement des eaux de surface. L'expérience a germé dans certaines communes, mais très tôt, je pense qu'on a dû reculer parce que c'était suffisamment cher. Je comprends le maire de Peonko parce que devant certaines situations, à la limite parfois affolées, on pense à plusieurs solutions. Mais comme l'a dit le climatologue aujourd'hui, les eaux de surface peuvent nuire. Et ça peut même être plus dangereux que toute autre chose. Surtout que c'est dans le bassin cotonnier. Surtout que c'est dans le bassin cotonnier. Donc il vaut mieux réfléchir, il faut trouver des solutions durables, il faut trouver des solutions, je dirais, en griffe humaine. Il ne faut pas vouloir régler un problème en créant un autre plus grand. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame Saleh, je reviens à vous. CGLUA, bon, on a des partenaires. Vous êtes avec l'Association nationale des communes du Bénin. Voilà le problème qui est posé, l'envie de résorber cette difficulté en pensant au traitement des eaux de surface. Est-ce qu'éventuellement, il est possible de mobiliser les fonds, même si de l'expérience passée, le président Atroko dit que ça a été difficile. Est-ce qu'il y a des possibilités dans ce sens-là?
Oui, je pense qu'il y a une possibilité de résoudre ce problème. D'ailleurs, d'abord, il faut quand même que le maire essaye de voir où il peut trouver. Nous, on encourage ce qu'on appelle peer-to-peer learning. Bon, il doit chercher à savoir là où ça se passe ce problème, ou des autres qui ont essayé de résoudre ce même problème. On peut trouver. Le maire de Chef Chawan vient de dire qu'ils avaient ce genre de problème il y a 30 ans, mais ils ont vite réfléchi et maintenant ils ont résolu le problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher où ça se passe le même problème et on voit comment ils ont essayé de résoudre. Bon, il n'est pas seul. Ce n'est pas la seule commune qui se retrouve dans ce problème-là. Bon, on peut chercher et il y a possibilité. Il y a possibilité d'essayer de voir même ailleurs, au nord, pas nord de Bénin, mais on dit la coopération nord-sud, il y a la coopération sud-sud. L'année passée, Cape Town avait le même problème. Il n'y avait pas de l'eau. Comment ils ont fait? Maintenant, ils ne parlent plus. Comment ils ont fait? Il faut quand même qu'on essaie de voir ce qu'ils ont fait. Bon, il y a beaucoup de solutions, mais on doit chercher à savoir comment les autres ont fait pour résoudre ce même problème. Alors, Monsieur Poufari, vous êtes directeur de Énergie 2050. Je suis heureuse de vous avoir sur ce panel parce que ça permet vraiment d'éclore plusieurs idées et l'objectif, c'est aider vraiment les communes à la base. Et le maire de Peunko, il est pratiquement désemparé face à cette situation. Que pourriez-vous lui proposer? Alors, la réponse, comme vient de le dire Juliette, est éminemment compliquée, mais néanmoins, je pense qu'il y a deux choses qu'on doit prendre en compte. C'est d'une part, ce qui a déjà été dit, c'est qu'un aménagement ne doit pas créer une complication sur une autre problématique. Le deuxième chose qui est importante dans le cadre des négociations, là où on est ici à Katowice, c'est que le temps de l'action n'est pas le temps politique de la décision au niveau des États. Et donc le temps de l'action plaide pour des choses parce que chaque fois qu'il y a un aménagement qui n'est pas anticipé, vous créez un effet de verrou. Et ça, je crois que pour les élus, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire le verrou, ils n'auront pas la capacité de réparer ou de rediriger différemment l'aménagement, car le temps de la réparation par rapport à la pression urbaine est trop importante et trop décalée. Donc aujourd'hui, et ça a été dit, et je pense que c'est vraiment ça, on doit regarder des bouquets de solutions complémentaires. On doit avoir une approche globale du développement. Par exemple, l'eau ne peut pas se dissocier de l'usage que l'on peut avoir pour des besoins dans l'habitat, pour l'agriculture. Et donc tous ces effets ricochets doivent être vus dans une chaîne de valeur. Et j'emploie le mot volontairement. Car in fine, ce que l'on oublie, c'est que chaque fois qu'il y a une réparation à faire, quelle qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit routière, qu'elle soit en termes de ce que l'on veut, ça a un coût. Et ce coût, si on l'additionne, rend la valeur de l'aménagement initial 1000 fois plus pénalisant qu'un aménagement anticipé. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle pratique de la planification du territoire qui doit être climato-compatible, qui doit être développement durable compatible. Et là, je vais être volontairement très provoquant. La question du financement, elle doit venir juste derrière cette compréhension. C'est-à-dire, si un projet a une performance environnementale, sociale et économique, il y a des gens comme nous, Énergie 2050, le maire de Chefchaouen ou d'autres, CGLU Afrique, qui peuvent faire de l'ingénierie de projet pour essayer de mutualiser ce que l'on appelle le coût-bénéfice. C'est-à-dire ce que l'on va enlever d'un problème qui va nous coûter beaucoup à réparer, parce qu'on a fait un aménagement qui n'a pas été anticipé, on doit créer une valeur pour anticiper la réparation. Et si on additionne tous ces coûts-bénéfices, on peut trouver des coûts additionnels qui sont beaucoup plus faibles qu'un investissement complexe du début, pour aller directement sur une solution durable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a une baguette magique, mais ça veut dire qu'on doit avoir tout le temps cette bienveillance de l'aménagement qui doit éviter un effet de blocage de demain qui crée des problèmes sociaux. Et c'est là où les maires ont un rôle fondamental à jouer, c'est qu'ils sont au plus près d'une population qui peut devenir très rapidement difficile à contrôler parce que trop sous pression des conséquences du changement climatique, en plus des conséquences naturelles du développement durable d'un territoire. Vous voyez, donc c'est ça qu'on essaie de faire dans cette ingénierie, et c'est pour ça qu'on est enchanté de travailler avec CGLU Afrique, parce que c'est eux les porte-parole de la voix des villes africaines, et nous on est juste au service des territoires. C'est pas nous les pilotes, nous on est là pour que les territoires évitent ce blocage. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on doit poser la question, et pas j'ai le problème, je vais le souffrir et je vais devoir le gérer ensuite. Non, anticipons-le. Prenons les pépites qui ont été mises en place par d'autres communes sur parfois des sujets très fragmentés, additionnons-les et essayons d'avoir des stratégies
mise en œuvre dans la durée. Voilà un peu comment nous on travaille avec nos amis de CGLU Afrique. Très très intéressant. Monsieur le maire de Cotonou, je viens à vous, c'est la capitale économique du Bénin. C'est vrai qu'à Cotonou, les populations ont de l'eau potable grâce à la Société nationale des eaux du Bénin, mais je reste convaincu que des problèmes existent toujours quand même dans cette ville capitale. Dites-nous. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur la situation de Cotonou par rapport à la gestion de l'eau. C'est vrai, Cotonou est entouré d'eau un peu partout, mais comme on l'a dit, tout se transforme. Lorsqu'on va à la périphérie de la ville aujourd'hui, où se trouvent les populations les plus démunies, le problème d'approvisionnement en eau potable se pose. Donc il s'agit de faire en sorte que toutes les couches qui vivent dans la ville puissent accéder à l'eau potable en quantité et en qualité et à coût réduit. C'est le problème fondamental de la ville de Cotonou. La ville est entourée du lac Nokoué, de la lagune de Cotonou, et puis au sud de la mer. Et puis les eaux pluviales qui descendent du nord viennent stagner dans la ville de Cotonou. Il s'agit de voir les mécanismes par lesquels on peut transformer ces eaux, les conserver, pour que la population, même les populations qui se retrouvent à la périphérie, puissent en disposer en tout moment, en qualité et en quantité. Je vous remercie. Je viens à vous, Georges Bada, maire d'Abomey-Calavi. Les réflexions se poursuivent et votre part d'intervention permettra certainement d'aller plus loin. Est-ce que Calavi a une expérience en cette matière? Est-ce que Calavi a éventuellement une solution ou une recommandation à faire à la ville de Péonko, à la commune de Péonko? Je crois que oui, d'autant que le plateau d'Abomey-Calavi sert d'eau potable à toute la communauté urbaine. Et je ne vais peut-être pas vous surprendre que c'est à Rouedo que la SB2E, la grande société qui gère l'eau du Bénin, envoie l'eau sur Cotonou, Port-Nouveau, etc. Mais je peux vous dire que pour Abomey-Calavi même, déjà, il y a des difficultés d'approvisionnement d'eau. Pourquoi? Les AEV qui ont été réalisés dans le secteur de sources d'eau ont totalement tari à cause de cette grande quantité que la société d'eau prend et des changements sûrement climatiques. Et c'est là où je rejoins Péonko pour dire qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon a lancé un grand projet que nous appelons le projet Prépo, qui est d'amener de l'eau dans les communautés rurales. Et je crois que Péonko est prise en compte dans ce projet, puisqu'il s'agit de 130 communautés, 130 arrondissements qui seront pris en compte. Et à partir de ce moment, il y a 30 dans un premier temps, où Calavi d'ailleurs bénéficie de 5 AEV qui seront construits dans 5 arrondissements à la fois. Le financement Prépo obtenu fait 200 millions de dollars que notre chef de l'État a pu mobiliser par d'ailleurs l'agence de l'eau dirigée par M. Migan que vous connaissez très bien. Mais je voudrais me prononcer sur l'utilisation des eaux de surface. Il est certes très coûteux l'utilisation des eaux de surface, mais pour ma part, je crois que c'est une solution vers laquelle nous devons aller. J'ai été dans plusieurs autres pays où j'ai vu que les eaux usées sont réutilisées. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas conserver les eaux de fond pour les générations à venir et utiliser aujourd'hui les transformations d'eau de surface, d'autant que les moyens dont nous disposons peuvent nous permettre d'aller dans un coût aussi important. J'ai vu en Italie, j'ai vu également en Israël, j'ai vu l'eau de mer qui est transformée en eau potable. Je ne vois pas pourquoi nos pays en voie de développement continuent d'utiliser les eaux de fond
où ça ne doit jamais tarir. C'est ces eaux plutôt qu'il faut conserver pour des générations à venir et utiliser les eaux de surface. Pour ma part, je continue à dire que le projet Péonco gagnerait encore à investir énormément d'argent, à transformer des eaux de surface, les utiliser aujourd'hui et conserver les eaux de fond. Et c'est vrai, pour le moment, le coût est très élevé et ne permet pas l'accessibilité à tout le monde. Mais il faut y aller. C'est mon analyse là-dessus. Merci pour votre belle analyse. Mohamed Sefiani, vous êtes maire de Chefchaouen, je rappelle, qui est une commune située au nord-ouest du Maroc. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu en train de trop regarder du mauvais côté de la question? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une lueur d'espoir? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser économie de l'eau finalement? Justement, tout d'abord, il faut rationaliser l'utilisation des différentes ressources d'eau, que ce soit souterraine ou superficielle. Nous, au Maroc aussi, nous avons aussi des stations de dessalement dans certaines régions du sud du Maroc. Mais nous savons aussi que le coût de revient du mètre cube issu d'un dessalement, il est beaucoup, beaucoup plus cher que l'eau souterraine ou l'eau superficielle. Bien sûr, il y a toujours un besoin d'infrastructures, de traitement, de refoulement, de pompage et de distribution. Et tout ça, ça donne. Pour l'économie de l'eau, déjà au Maroc, nous avons une politique de tarification qui encourage l'économie de l'eau. Donc on a ce qu'on appelle le système des tranches. Donc il y a des tranches entre 0, 6 mètres cubes, etc., pour que déjà les grands consommateurs, ils payent les tranches supérieures qui sont beaucoup plus chères. Il y a un système de péréquation de ce système tarifaire que les grands consommateurs, ils sont pénalisés et ils payent un peu le coût, un équilibre du coût de revient. Et ça, c'est important pour la rationalisation de l'économie de l'eau. Aussi, et je pense aussi qu'il y a un souci de sensibilisation des citoyens. Et ça, c'est vraiment important. Nous avons créé à Chefchaouen un centre info énergie. Donc, c'est pour la sensibilisation de l'utilisation d'énergie, mais aussi pour l'eau potable. Et nous avons même, au niveau de notre commune, créé nous appelons un outil informatique pour qu'il soit un tableau de bord pour nos consommations. Donc c'est un tableau de bord, TBGE, tableau de bord de gestion de l'énergie et de l'eau. Donc tous les compteurs d'eau potable qui sont, bien sûr, les compteurs de la commune, ils sont suivis chaque mois. Et ça c'est important en termes de leadership, de donner l'exemple plus ou moins, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas demander aux autres de faire des gestes d'économie d'énergie. Ils voient que la commune qui fait un gaspillage. Un autre aspect, pour nous, qui est important, nous organisons chaque année un carnaval de l'environnement et de développement durable. Et ça avec la société civile. Et ça, bien sûr, la question de l'économie de l'eau sort avec... il y a plus de 1500 participants, donc surtout des écoliers qui participent, et des associations. Et ça, c'est important en termes de sensibilisation. Une opération de masse où tous les citoyens... Et notre société civile, il est très dynamique, d'ailleurs au Maroc, très dynamique dans ce sens-là. Et pour finir, il y a aussi des aspects que dans le cadre de l'aménagement que nous réalisons au niveau de la ville. Nous, par exemple, nous ne préconisons pas l'utilisation du gazon. Il consomme beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Il est beau avoir la verdure, mais si ça consomme beaucoup d'eau dans un pays semi-aride, c'est pas bon. Donc nous, dans notre politique locale, on a très peu de gazon, donc on essaie de donner l'exemple. On n'utilise pas de gazon. On utilise des plantes locales qui ne consomment pas beaucoup de l'eau. Et ça, c'est une politique que nous avons préconisée au niveau de la ville de Chefchaouen. Donc, tout un ensemble de choses que nous faisons, et ils ne sont pas seuls, heureusement. Donc, il y a la société civile, il y a des acteurs, des opérateurs, tels que l'Office national, tels que des associations à caractère régional ou national, qui travaillent pour la sensibilisation des citoyens pour l'économie de l'eau potable.
Un carnaval de l'environnement, je pense que c'est une initiative, président, qu'il faudra reproduire au Bénin. Ce serait assez intéressant pour plus de sensibilisation de la masse. Sur planète-terre-à-terre.tv, vous pourrez suivre toute une série de documentaires financés et accompagnés par le PROCA, le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, qui est un partenaire de la NCB. Donc, c'est toute une série de documentaires pour vous permettre d'en savoir davantage sur ce qui se passe dans les communautés par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Et nous allons revenir à Semekoji, n'est-ce pas? Oui. Je crois quand même que nous ne devons pas nous alarmer. Il y a une lueur d'espoir. Ça ne doit pas nous échapper que le maire de Calavi vient de rappeler que le gouvernement en a fait sa priorité. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, parce que mobiliser toutes les communes pratiquement au Bénin ont signé un contrat avec le gouvernement pour que d'ici à 2021, la question de l'eau soit solutionnée sur l'ensemble du territoire, ou du moins sur 90%, on puisse quand même être rassuré que nous ne devons pas attendre 2030 avant d'avoir l'eau. Donc je crois que c'est important et le programme évolue dans toutes les communes. Moi aussi, ma commune vient de bénéficier de plus de 6 AEV qui seront réactivés. Donc je crois quand même que mobiliser 300 milliards, plus de 300 milliards tout de suite pour se lancer dans un projet du genre donne beaucoup d'espoir. Voilà ce que j'ai dit. Il faut dire que les communautés attendent beaucoup de l'Agence nationale de l'eau. Les regards sont vraiment tournés vers cette agence pour pouvoir solutionner cette difficulté en matière d'approvisionnement en eau potable des populations. Nous allons conclure ce panel en faisant un dernier tour. Je voudrais commencer par Madame Saleh et progressivement nous allons rapidement faire un tour pour conclure ce panel par rapport à l'approvisionnement en eau potable des populations liées aux questions de changement climatique. Je pense que maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de sensibiliser la population à l'usage de l'eau potable. Parce que je me rappelle la dernière fois quand j'étais à Cape Town, s'il n'y avait pas de crise, ils ne pouvaient pas savoir l'importance vraiment de l'eau. C'est très important, on ne peut pas vivre sans eau. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser, comme monsieur le maire de Chef Chawan a dit, ce n'est pas des blagues. On doit prendre ça très au sérieux. Et dans un ménage, il y a les gens qui utilisent, je ne sais pas combien de mètres cubes de l'eau. Mais après cette crise en Cape Town, ils ont baissé plus que la moitié. Donc c'est possible. Donc c'est important de contrôler l'usage de l'eau potable. Merci. Merci. Je pense que mon collègue Aboumé Calavi a tout dit. Et nous perdons beaucoup d'eau dans la ville de Cotonou et par rapport à toutes les communes côtières. Il s'agit d'aller dans le sens de la transformation de cette catégorie d'eau pour favoriser le développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que les générations futures puissent disposer par la suite des eaux qui sont en profondeur. Parce que actuellement au Bénin, la seule politique en matière d'approvisionnement d'eau, c'est la source. Ce sont les sources en profondeur. Donc, dans le sens d'un développement durable, je pense qu'il faut qu'on aille à la transformation des eaux de surface, comme mon collègue l'a si bien dit. C'est là le salut des pays en voie de développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'avec COP24, nous devons anticiper. Or, anticiper, c'est prévoir. Parce que ce que nous vivons, en fait, c'est une question de planification. Nous sommes en inadéquation avec les infrastructures mises en place et nos populations. Il s'agit pour nous d'aller en adéquation avec les besoins de la population et les infrastructures socio-communautaires que nous essayons de mettre ensemble, en place. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prévoir de l'eau pour 10 000 personnes alors qu'en 1-2 ans, nous allons nous retrouver à 20 000 personnes. Il faut planifier dans tous les sens. Conseiller la population à utiliser à bon escient
un bon père de famille l'eau, mais également nous devons faire l'effort de ce qui est conduite de l'eau. Parce que ça, ce n'est pas la population qui le fait. Et nous perdons beaucoup d'eau dans notre pays ou dans nos pays, dans le conduit d'eau de sa source première au ménage. C'est à partir de là, je donne un simple exemple, à Cotonou, à Porto-Novo, quand un robinet se casse dans sa maison, il est beaucoup plus facile de rapidement le réparer. Mais lorsque c'est sur la voie publique que ça se casse, on laisse jusqu'à ce que la voie soit remplie d'eau avant d'intervenir. Nous devons avoir des réactions beaucoup plus promptes que ce que nous vivons. Merci beaucoup. Moi, je dirais que déjà, avant de parler de l'eau potable, de l'eau en général, je crois que l'eau potable représente une petite part, très petite, par rapport à l'eau utilisée. Et l'eau en général, et je parle de mon pays, plus de 90% des ressources hydrauliques qui sont utilisées pour l'agriculture. Là, je crois qu'on doit faire un effort important en termes de rationalisation et une meilleure utilisation de l'eau pour l'irrigation. Et là, donc, je pars maintenant à l'eau potable. Je crois que déjà, avant de parler de sensibilisation qui est très important aussi les opérateurs de l'eau potable, il faut qu'ils fassent un effort supplémentaire. Comme a dit Monsieur le maire, ce qu'on appelle les rendements de réseau, nous connaissons dans plusieurs pays des réseaux qui ne sont pas étanches, qui a beaucoup de déperdition de l'eau et de l'eau potable qui a été déjà traitée. Donc déjà un coût de traitement qui était très élevé et l'eau prête à être utilisée, elle est potable, elle est perdue dans le réseau. Donc je crois un grand effort qui devra être fait. Je connais des villes au Maroc qui ont atteint 80% de rendement de réseau, qui est un excellent rendement. Donc ça c'est important. Et après bien sûr, et nous, je crois qu'un partenariat, comme a dit Madame Saleh, qui est un partenariat entre villes, partenariat sud-sud, partenariat nord-sud, partenariat triangulaire, comme l'a dit Monsieur le directeur général d'énergie 2050, il faut aussi que les villes et les gouvernements locaux fassent un effort supplémentaire, qu'on n'attend pas seulement des gouvernements nationaux qui nous résoudent les problèmes de l'eau. Il faut aussi nous qu'on fasse des efforts supplémentaires pour d'abord apprendre l'un de l'autre. Tout d'abord, c'est important, parce qu'il y a des expériences très bien issues, des bonnes pratiques qui se trouvent ici et ailleurs. Et dans l'Afrique, il y a plusieurs expériences qui ont connu beaucoup de succès, soit au nord de l'Afrique, soit en Afrique subsaharienne, et aussi avoir l'accès au financement. Parce que maintenant on parle de financement et notamment on est maintenant à la COP24, c'est important de parler aussi de recyclage des eaux, le traitement des eaux déjà, et le recyclage en vue de leur utilisation. Et là, il y a des fonds, mais il faut faciliter les procédures, il faut s'approcher aux experts qui pourront établir de l'ingénierie financière des projets. Et là, nous sommes dans le bon lieu, avec le bon emplacement avec Énergie 2050, qui est un spécialiste en la matière. Je crois que là, il faudrait aussi accéder au financement de façon directe, les gouvernements locaux. Et cette question n'est pas encore résolue. Au niveau CGLU Afrique, avec nos partenaires, nous travaillons dans ce créneau-là. Et je crois que ça va faciliter les choses pour réaliser des infrastructures importantes et notamment liées à l'eau potable. Merci bien. Nous allons venir à vous, Monsieur Poufari. Alors, en quelques mots, je voudrais d'abord juste souligner quelque chose. C'est l'évolution du métier de maire que nous avons constaté ces dernières décennies. Ça devient des experts dans beaucoup de sujets. Là, vous avez entendu la qualité des exposés. Je ne me permets pas d'évaluer, mais je dis juste, ils arrivent à intégrer une complexité de problématiques parce qu'ils sont confrontés à un défi de la mise en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et les analyses, si on fait juste le trait d'union de tout ce qui a été dit, il y a plein de logique dans ce qui a été dit. Par exemple, se réapproprier des usages adaptés à la réalité du terrain. Pourquoi avoir des espaces verts infinis dans des endroits qui sont soumis à climat sec ou aride ? Pourquoi ? Donc, on doit se reposer la question, je crois, de l'économie de la ressource. L'économie de la ressource veut dire quelle est la valeur sociale, environnementale et économique que cette ressource a dans ma stratégie de mon territoire par rapport à ma population.
Ça, c'est la première chose. Et du coup, l'ingénierie de projet dont parlaient les trois maires qu'on vient d'entendre, ou même notre ami de CGLU Afrique, c'est qu'à un moment donné, on doit questionner la pertinence d'un choix pour anticiper la contrainte de demain. Et je crois qu'aujourd'hui, la révolution qui est en train de se passer dans les gouvernements locaux, c'est justement ce questionnement de l'opérationnalisation. Et le maire Chef Chawen parlait de justement la question de la finance. On fait un petit clin d'œil sur la task force climat qui est en train de mettre en place CGLU Afrique, qui justement questionne les modalités d'accès à des financements qui sont très souvent nationaux. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou pas bien, ça veut dire que la proximité de la mise en œuvre doit être de la compétence des territoires. Et là, il va y avoir besoin d'une nouvelle ingénierie de projet pour que ces projets soient bancables. Sinon, quand même le maire aura compris la problématique, il ne pourra pas avoir accès, parce que cette ingénierie va être basée sur des indicateurs qui sont nouveaux pour les territoires. Donc vous voyez, on est dans une révolution qui doit se mettre en place. Et alors nous, on est enchantés d'y participer, mais surtout parce qu'elle est utile. Ce n'est pas parce que c'est une belle révolution, non, non. C'est une révolution qui est utile parce que des populations vont être les principales victimes si on ne la met pas en œuvre. Donc voilà, je m'arrête là, mais pour dire que c'est assez fascinant de voir les gouvernements locaux qui s'emparent de ces sujets et qui sont capables, je pense, d'être des bons chefs d'orchestre. C'est le mot, je crois, que j'aimerais passer aux différents maires qui sont là, parce qu'ils doivent être les bons chefs d'orchestre et s'appuyer sur des bons solistes. Pas sur des gens qui vont être des bons individus, non, non. Chef d'orchestre avec des bons solistes sur chacune des compétences. Voilà un peu le message que nous, on essaye de passer. Et je passe la parole aux autres maires. Merci bien. Merci à Terre Bénin pour cette initiative. Je crois que c'est un défi que nous devons relever ensemble. Moi, le souhait, c'est que les gouvernements locaux se mettent ensemble en intelligence, sinon que en synergie avec le pouvoir central de leurs pays respectifs pour juguler cette question qui est, ma foi, transversale, parce que ce n'est pas une question qu'une seule commune peut régler, et donc d'en faire une politique générale. Et je crois que dans mon pays, dans notre pays, le Bénin, avec les différents projets, programmes, parce que vous savez qu'au MIDECTA aussi s'investit actuellement dans ce domaine, je crois qu'il nous revient à nous de sensibiliser non seulement les populations pour une bonne utilisation donc, de l'eau, et aussi de nous mettre ensemble avec le gouvernement pour trouver une solution durable. Voilà ce que j'ai dit. Monsieur le Président, pour finir. Merci. Je voudrais me permettre de remercier la coopération allemande, notamment Prozea, qui nous a quand même permis de réaliser ce documentaire qui a été présenté ici sur le pavillon de CGLUA. Je voudrais dire merci au gouvernement parce que les collègues l'ont dit. Les ODD préconisent qu'en 2030, on puisse avoir de l'eau potable pour tous. Mais au Bénin, plutôt, la volonté gouvernementale s'affiche et souhaite qu'en 2021, déjà, nous ayons de l'eau. Pour tous les Béninois, c'est assez osé, c'est à saluer. Les collectivités territoriales, les communes du Bénin sont très reconnaissantes pour cet engagement du gouvernement du président Patrice Talon. Je voudrais à nouveau dire, à la suite du maire de Calavi, que si les eaux de surface sont traitées, et si nous avons la possibilité, les moyens de les traiter, ça va constituer pour nous une certaine aubaine. Et c'est là que je lance un appel aux différents fonds, notamment au fonds vert. Et nous l'avons dit plusieurs fois pour dire qu'il faut que les communes puissent avoir directement accès au fonds vert. C'est vrai, les États déjà, mais les communes, ça va encore être mieux parce que, vous l'avez constaté, les initiatives existent, les solutions peuvent être trouvées, mais il faut aussi que les moyens suivent. À nouveau, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis en direct. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à toute l'équipe de Planète Terre à Terre TV, notamment Osnia Bankoto, pour les questions de santé, Chef Maël, parce que nous parlons de cuisine au naturel également, Chef Maël qui est pâtissier et toute l'équipe de façon générale. Je voudrais également dire un gros et un grand merci à tous les collègues de l'ORTB, le doyen Didier Hubert Madafumé, William Tchoki, qui sont avec nous également pour donner plus
d'Écho et évidemment Antoinette de Eden TV. Merci au ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin. Nous devions avoir la directrice de la promotion de l'éco-citoyenneté parce que les questions dont nous parlons sont également liées à l'éco-citoyenneté, la prise de conscience directe des populations pour l'implication au développement durable. Et à Planète Terre à Terre TV, nous le disons, l'environnement, c'est vous. N'oubliez pas, l'environnement, c'est vous. Aujourd'hui, nous avons été avec Madame Juliette Mécon-Salé de CGLUA, donc parlant d'Afrique, qui couvre la région dont fait partie le Bénin. Merci d'avoir été avec nous. Merci au maire Isidore Nyolonfou, maire de Cotonou, qui nous a rejoints et qui a apporté et partagé l'expérience de la ville de Cotonou avec nous. Merci de votre présence, monsieur le maire. Merci à monsieur Georges Bada, maire d'Abom et Calavi, pour toutes les solutions proposées également. J'ai été très heureuse de vous avoir à ma droite. Monsieur Mohamed Sefiani, maire de Chef Chawan, région commune située au nord-ouest du Maroc. Ça a été très enrichissant, merci. Et merci infiniment au directeur de Énergie 2050, monsieur Monsieur Stéphane Poufari. Merci pour vos apports dans cet échange. Merci pour ce stand que vous nous avez donné. Votre appui pour le lancement officiel de Planète Terre à Terre Bénin est fort apprécié. Merci beaucoup. Merci énormément, monsieur le maire de Semekodji. Je rappelle que vous êtes également le secrétaire général de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci, Charlemagne Ronfort, pour votre présence et pour l'enrichissante contribution. Et à tout seigneur, tout honneur, je finirai par dire le dernier merci au président Luc Setonji Atropo, président maire de la commune de Boïcon et également président de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci à toute l'équipe de la NCB qui a travaillé dans l'ombre avec nous. Merci à madame Georgette Bada. Merci de votre attention et surtout restez connectés www.planeterraterre.tv. Au revoir.